Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sarah Tanzili, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Rhône et engagée sur la question de droit des femmes en ce début d'année. Vous étiez notamment responsable pour la majorité présidentielle sur le texte de loi de constitutionnalisation du droit à l'IVG. Qu'est-ce que vous avez dit à l'Assemblée? J'ai dit à l'Assemblée que c'était, je crois, le moment ou jamais de donner une valeur supralégislative, de protéger le droit à l'IVG, parce que on constate que partout dans le monde, il y a des menaces, et qu'ici aussi, en France, il y a des menaces, qu'il y a des députés qui, sous l'air d'une certaine respectabilité, en réalité, sont opposés au droit à l'avortement. Je pense en particulier à des députés du Rassemblement national qui ont comparé l'IVG à un génocide de masse, et que donc il était essentiel aujourd'hui de mettre en place un Député et bouclier. aussi le président du Sénat, Gérard Larcher, qui s'est exprimé contre cette proposition. Attention, le président du Sénat l'a dit de façon très claire, il n'est pas contre le droit à l'avortement. Il considère que la constitutionnalisation n'est pas nécessaire, n'est pas opportune. Moi, effectivement, Vous je ne voulez pas vous m'oppose. fâcher avec lui maintenant? Non, mais je pense que c'est important d'être très clair. Alors, moi, je m'oppose à ce qu'il dit. Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui de protection du droit à l'IVG au-delà de la loi, et que donc, il est important qu'il y ait un dispositif constitutionnel de protection. Je crois aussi que quand il parle d'une constitution qui ne doit pas être un catalogue de droits, il se trompe, et que le droit à l'IVG, c'est le droit des femmes à maîtriser leur corps et à maîtriser leur destin, et qu'à partir de ce moment-là, il est essentiel de le garantir. Puisqu'on parle du Sénat, il vient de voter contre une proposition de loi qui venait du PS pour adopter un congé menstruel, notamment pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Pour vous, vous l'auriez voté, cette loi? Écoutez, je l'aurais certainement voté. Après, ce qui me semble essentiel aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir des travaux pour soigner l'endométriose. C'est une maladie qui touche les femmes depuis toujours, dont on parle simplement depuis très peu de temps. Et donc, il me semble que la priorité, ça doit être des travaux pour comprendre les causes de cette maladie et puis pour pouvoir aider les femmes qui souffrent chaque mois de souffrances qui sont assez graves. Et donc, je pense que la priorité, c'est d'abord celle-là. C'est une proposition de loi qui n'avait pas été soutenue par le gouvernement Oui, mais soutenez. je pense que c'est quand même... ça va quand même dans le bon sens. Après, je pense qu'il faut faire attention aussi. Avec parfois des bonnes intentions, il y a souvent des effets pervers. Et moi, je ne voudrais pas effectivement qu'on stigmatise les femmes avec des dispositions comme celle-ci. Mais dans le moment où nous sommes, alors qu'on n'a aujourd'hui pas de solution médicale à l'endométriose, je comprends tout à fait qu'on aille sur cette proposition. Vous ne partagez pas les réserves du nouveau ministre de la Santé, Frédéric Valletoux? Non. Réponse Non, brève, non. mais claire. Un mot sur la commission d'enquête parlementaire sur le modèle économique des crèches et de la qualité d'accueil. Vous avez été nommé rapporteur de cette commission, qui fait suite notamment à des travaux de nos confrères journalistes. Votre nomination comme rapporteur avait suscité un peu la colère des syndicats des représentants de professionnels de la petite enfance, parce que le président de la commission s'était exprimé, qui vient de LR, était contre cette commission, et vous ne l'aviez pas voté. Alors, effectivement, moi, je ne l'ai pas voté parce qu'au moment où le texte était examiné en séance, j'étais en commission des lois pour examiner un autre texte très important, qui est le projet de loi immigration. Donc, je ne l'ai pas voté. Mais vous aviez des réserves? J'avais des réserves surtout sur la temporalité. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, un rapport de l'IGAS, un rapport qui a été établi par une mission flash à l'Assemblée nationale, et puis aussi parce qu'il y a d'autres travaux qui sont en cours, un rapport IGF-IGAS sur vraiment le modèle économique, et puis le rapport annuel de la Cour des comptes qui sera aussi relatif aux crèches. Et donc je pense que ça aurait été utile que nous puissions bénéficier de ces travaux. Après, ce que je constate aujourd'hui, c'est que c'est un sujet extrêmement intéressant,
celui qui consiste à dire on est en train de changer de paradigme, on a voulu créer beaucoup de places de crèche parce qu'on avait besoin de trouver des solutions pour que les femmes qui ont des jeunes enfants puissent garder une activité professionnelle. Aujourd'hui, on s'interroge sur la qualité de l'accueil des jeunes enfants en crèche, et notamment le fait de se dire, entre 0 et 1000 jours, on sait que les neurosciences nous ont appris que c'est un moment déterminant dans la vie des enfants. Comment, en crèche, on est en capacité de mettre à profit ce moment-là pour permettre à l'enfant de se développer dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que les premières auditions vous ont apprises? Eh bien, elles nous ont appris qu'il y a des difficultés de partout, qu'il y a des difficultés en particulier du fait des taux d'encadrement, du fait des formations, des conditions de recrutement des personnels de crèche, et qu'il y a besoin d'apporter des réponses par rapport à ça. On est dans un secteur où il y a énormément de pénurie de personnel, et donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, elles nous ont appris aussi qu'il y avait une complexité sur les modèles économiques, des difficultés à bien mesurer, je dirais, les fonds publics qui sont alloués à cette politique publique. Et donc, on va avoir aussi tout un travail qui va consister à essayer de faire le clair, de voir ce qui se passe de partout sur le territoire. Ce n'est pas forcément toujours uniforme. De comprendre aussi le rôle de la PMI, qui relève du conseil départemental et qui a un rôle essentiel puisque ce sont les PMI qui assurent les contrôles au sein des crèches. Comment on peut faire mieux aussi en la matière? La question qui est posée, c'est celle du modèle du privé lucratif dans ce domaine-là, avec, comme il y a eu des scandales qui ont pu toucher les résidences Orpea l'année précédente. Est-ce que vous êtes prête à remettre en cause ce modèle? Alors, vous savez, la commission d'enquête a élargi son champ au-delà de la question des crèches privées lucratives. C'est une manière de ne pas remettre en cause ce modèle? Non, je crois surtout que, notamment les ouvrages qui ont été réalisés sur le sujet, se sont attachés à la question des crèches privées lucratives. Et en réalité, ce qu'on constate quand on fait des visites de terrain, ce qu'on a fait cette semaine avec Thibaut Bazin qui préside la commission, chez lui en Meurthe-et-Moselle et ici sur le territoire, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des difficultés partout. Et c'est vrai que les ouvrages qui ont été réalisés s'attachent à regarder ce qui se passe dans les crèches privées lucratives. Moi, ce que je constate, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, et que donc la question, ça va être de réinterroger tout le modèle. Le modèle des micro-crèches, le modèle des crèches privées lucratives, et globalement, le modèle de financement de la petite enfance et des crèches. Il y a différents modèles qui s'affrontent. Il y a des crédits d'impôt, il y a la PSU, il y a la PAGE. Voilà, mettons tout ça sur la table et regardons comment on peut faire mieux avec autant. Avec l'objectif d'avoir une proposition de loi derrière? Écoutez, alors, on va faire des recommandations. Dans ce secteur-là, il y a des choses qui relèvent de la loi, il y a des choses qui relèvent du règlement. Il faut savoir qu'également, cet automne, on a voté la création d'un service public de la petite enfance qui met la commune comme autorité organisatrice de la petite enfance. Donc il va falloir qu'on regarde comment tout ça s'articule, ce qui relève de la loi. S'il y a des recommandations qui relèvent de la loi, bien évidemment, on déposera des propositions de loi. Et puis, ce qui relève du règlement, comment on peut avoir une discussion aussi avec la ministre qui vient d'être nommée pour améliorer les choses. Un mot pour finir sur Hubert Julien Laferrière, autre député du Rhône, mais écologiste. Vous avez entendu les accusations dont il fait l'objet cette semaine. Qu'est-ce qu'elles vous évoquent? Bah écoutez, d'abord, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours, et donc c'est compliqué de s'exprimer là-dessus. Après, les accusations qui sont portées sont extrêmement graves. L'enjeu des ingérences étrangères dans notre pays, c'est un enjeu majeur. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient qu'il y a beaucoup de puissances étrangères qui cherchent à influer sur la politique de la France, sur l'opinion publique en France. Et je crois que ceci doit éveiller les consciences de tous les citoyens et prendre la mesure de cet enjeu-là et de la nécessité d'être prudent quant aux informations qui circulent, parce que là, on met en cause
Hubert Julien Laferrière. Moi, je ne suis pas magistrate, je n'ai pas le dossier, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce dossier-là. Mais ce dont je suis certaine, c'est que par tous les moyens, certains États essayent d'influencer et l'opinion publique française et la puissance publique. Sarah Tandelli, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.